Notre invité aujourd'hui est Joël Dicker. Il est l'auteur de plusieurs romans, dont celui-ci, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est Marc Fumaroli qui m'avait fait lire ce livre il y a quelques années, lorsqu'il a été publié, parce qu'il me l'avait beaucoup vanté. Donc je l'ai lu un jour que j'étais en vacances. J'y retrouve des signes d'avoir été en vacances en le lisant. Et j'ai retenu qu'il était beaucoup question de boxe dans ce livre. Et c'est pourquoi j'avais envie d'inviter Joël Dicker à nous parler des relations de la littérature et de la boxe. Bon, je l'ai brièvement évoqué dans le cours d'aujourd'hui, cette substitution possible de la boxe à l'escrime au cours du XIXe siècle et beaucoup plus nettement au XXe siècle comme modèle de l'activité indispensable de l'écrivain. L'écrivain boxeur, à mes yeux, c'est un peu la variante moderne du poète soldat que je décrivais avec Scudéry ou Cyrano de Bergerac ou Granier de Cassagnac. Il y a un moment où le poète soldat est devenu un romancier boxeur et c'est en particulier le cas de beaucoup de romanciers américains, qu'il s'agisse d'Hemingway, de Norman Mailer, ils sont tous boxeurs. On se demande si on peut être romancier américain sans être boxeur. Puis il y a des romanciers boxeurs français comme Monterland. Il y a une tradition qui rapproche beaucoup boxe et littérature. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire venir. Moi, ça m'avait, dans votre roman, beaucoup intéressé ce caractère indissociable, inséparable de la boxe et de la littérature. Alors vous nous avez donné comme titre Littérature et boxe, le dépassement de soi. Je crois que nul mieux que vous n'était destiné à traiter dans ce cours, dans ce séminaire, les relations de la littérature et de la boxe. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici. C'est un honneur d'être devant vous au Collège de France. Et c'est un plaisir particulier de parler de deux choses qui sont de deux éléments de ma vie, que sont la boxe et la littérature. Et l'un me fait vivre. La littérature est une passion. Elle est aujourd'hui, depuis quelques années, elle est mon gagne-pain. Elle est ce qui me fait vibrer. Elle est ma passion. Et puis l'autre, la boxe, est ce qui fait battre mon cœur de façon parfois presque plus intense, parce qu'il y a un rapport parfois plus vrai, parfois plus cru. Et le séminaire d'aujourd'hui m'a amené à me poser énormément de questions, des questions qui pour moi étaient parfois des évidences et qui m'ont poussé à me demander au fond vraiment, mais quel est ce lien entre la littérature et la boxe ? Quel est ce lien parfois plus ténu ou dont on a l'impression qu'il est plus ténu chez les Américains ? Est-ce qu'il n'y aurait pas, bien au-delà d'une mode, est-ce qu'il n'y aurait pas au fond un point commun ? Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on devait boxer pour écrire ? Et je me suis posé la question par rapport à moi, puisque j'écris et que je boxe de façon limitée, mais je boxe un peu. J'ai aimé boxer, je suis vieux maintenant, du haut de mes 32 ans presque, j'ai moins de vigueur. Mais il s'est trouvé, en préparant un peu ce cours et en réfléchissant un peu à mon parcours, j'ai réalisé que j'avais commencé de façon quasi simultanée à m'impliquer de façon très intense dans la boxe et dans les sports de combat assez divers et dans l'écriture. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui les lie ? Qu'est-ce qui les lie de façon intense ? Qu'est-ce qui les lie de façon réelle ? Si on va au-delà de la métaphore, si on va au-delà de l'idée de la plume de fer, si on va au-delà de l'idée que oui, les mots parfois
peuvent avoir des incidences plus violentes que les poings ou que les armes. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tronc commun entre la boxe et la littérature? Et puisque ces deux notions, je le disais avant, ne sont pas un effet de mode, mais commencent déjà dans l'Antiquité, est-ce qu'il n'y a pas une relation qui existe de façon intrinsèque? Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que la littérature est un sport? Alors il fallait se poser la question avant tout de savoir ce qu'est un sport. Et vous me répondrez, le tennis est un sport, le judo est un sport, le football est un sport. Et je vous poserai la question suivante. Est-ce que les échecs sont un sport? Certains vont dire oui, bien sûr, c'est un sport de l'esprit, c'est le combat aussi. D'autres diront non, parce que les échecs ne demandent pas forcément un exercice physique dont on attendrait qu'il soit la résultante de la pratique d'un sport. Et pourtant, les échecs s'organisent selon des règles précises, dans des matchs qui sont arbitrés, dans des championnats. Et tous ces mots sont des champs lexicaux du sport, les arbitres, le championnat, les règles. Et j'ai découvert que depuis le 19 janvier 2000, selon votre ministère des Sports, voilà, 19 janvier 2000, la Fédération française des échecs est reconnue comme fédération sportive par un arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, est-ce que la littérature est un sport? Puisque le ministère des Sports a dit que oui, la Fédération française des échecs est une fédération sportive, est-ce que le ministère de la Culture pourrait décréter que la littérature est un sport? Et c'est ce dont j'aimerais vous parler durant la période que nous avons ensemble. Et je crois que la vraie notion, la notion la plus importante, c'est justement cette notion du dépassement de soi. Parce que si je reprenais les éléments qui font des échecs un sport, et si on se posait la question de savoir si la littérature est régie par des règles, par des arbitres, par des compétitions, on pourrait arriver par des truchements et des analogies à dire oui, c'est vrai. Il faudrait pour ça, de façon assez simple, dire qu'il y a des règles. Il y a des règles qui font qu'on reconnaît facilement ce qu'est un roman, ce qu'est un essai, ce qu'est une biographie, ce qu'est un polar, qui répond lui aussi à des règles précises. On pourrait dire qu'il y a des arbitres, qui sont par exemple les jurés des prix, et on pourrait dire qu'il y a des prix, qu'il y a des championnats, qui seraient les prix, et qu'il y aurait des championnats comme dans les échecs à des niveaux divers, le prix de votre bibliothèque de quartier étant un championnat, le prix Goncourt en étant un autre, à une échelle différente. Donc, on pourrait prendre cet argument et dire oui, on pourrait imaginer que c'est un sport, mais je comprendrais qu'on me dise c'est pas exactement ça, parce qu'on biaise un peu les règles, on triche un peu pour faire rentrer la littérature dans le moule du sport. C'est là qu'à mes yeux, la question du dépassement de soi entre en jeu. Et c'est là où elle devient une notion indispensable. Et c'est là où je crois qu'il y a vraiment un fondement commun entre la boxe et entre la littérature. Et vous disiez, monsieur, tout à l'heure, vous racontiez que Lord Byron pratiquait assidûment la gymnastique, la boxe, le tir. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Et je crois que ce n'est pas un hasard parce qu'il y a dans cette notion du dépassement de soi un lien très fort entre ces deux disciplines que sont la littérature et la boxe. Il faudrait commencer par définir ce dépassement de soi. Et si on y réfléchit, et si je vous le demandais, on aurait souvent tendance à dire le dépassement de soi, qu'est-ce que c'est? C'est simplement pousser ses limites. C'est simplement essayer d'aller plus loin. Mais je crois que le dépassement de soi est quelque chose d'un peu plus compliqué que cela. Et j'avais envie de vous donner une définition qui est la mienne, mais qui est celle que j'aimerais utiliser maintenant ensemble, que nous utilisions maintenant ensemble. Pour moi, le dépassement de soi est une compétition dans laquelle s'affrontent deux adversaires qui sont issus d'un seul corps et d'un seul esprit. Ce sont là des conditions cumulatives. Il y a une compétition
il y a 2 adversaires et il y a un seul corps et esprit. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait penser que le dépassement de soi pourrait se limiter à se fixer un objectif et faire un peu mieux. On pourrait imaginer que le dépassement de soi serait la capacité qu'on trouverait à relever un défi, à faire un peu de sport le matin, à lire un peu plus, à aller au théâtre, qui seraient des petits objectifs que l'on essaierait de surmonter. Cette définition ne me convient pas parce qu'elle impliquerait un manque de vigueur, elle impliquerait un manque de souffrance, elle impliquerait un manque de travail. Il y a dans cette notion du dépassement de soi un concept qui est important et dont je mesure la portée du mot, qui est le concept de la violence. Le dépassement de soi doit avoir une conséquence violente. Le dépassement de soi doit être une dualité que l'on doit créer à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas un moi contre un moi dont l'un serait un faible et que l'on contrarierait ou que l'on contrerait. Le dépassement de soi implique de créer en soi-même un soi qui soit plus fort, qui soit plus violent, qui soit plus dur, qui ait des objectifs plus affirmés, et d'être capable de le surclasser, d'être capable d'aller au-delà de ça. Le dépassement de soi consiste donc, avant tout, à créer 2 adversaires, et pour les créer, ou pour en créer en tout cas un que votre deuxième moi devra surpasser ensuite, il faut créer une limite, c'est-à-dire il faut savoir à peu près dans quel état d'esprit on se trouve et quelles sont nos capacités à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut se connaître ? Comment est-ce qu'on peut savoir justement où sont ces limites pour essayer de les dépasser ensuite ? Eh bien, c'est en ça qu'en tant qu'écrivain, je crois que je fais référence tous les jours au travail du boxeur et à ce que je fais aussi en tant que boxeur, qui est de commencer par me connaître moi-même, qui est de commencer par l'entraînement à trouver où sont mes limites, où sont mes capacités, qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire. Après cet entraînement, vient un moment de réflexion, qui est celui de se dire où sont mes faiblesses, qui est un moment important aussi. On aura pu le constater en tant que boxeur, peut-être sur le ring, on aura pu le constater en s'entraînant avec un sparring partner qui va vous mettre en évidence que votre garde n'est pas très bonne, que votre jab n'est pas assez puissant, que votre placement de jambe n'est pas assez fluide. Et puis il y a toute la partie où vous réfléchissez et où vous apprenez à vous connaître vous-même, et qui vous pousse ensuite à retourner à l'entraînement encore une fois, et à vous dire, bon, je sais ce que j'aimerais faire un petit peu mieux, je sais que c'est là qu'il faut que je travaille, je sais que ma garde ou que mon placement de jambe est mon défaut, et vous vous réentraînez. Et cet entraînement donne lieu à une nouvelle séance de réflexion, où vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je peux encore faire de mieux. Et je crois que cette répétition entre l'entraînement et la remise en question de soi-même est un schéma, en ce qui me concerne en tout cas, mais je crois qu'il est souvent vu, assez classique pour un écrivain. Écrire, mais quoi ? Comment ? Par où commencer ? Et puis, la première difficulté qui, chez l'écrivain, ne serait pas forcément de savoir où est-ce qu'on place ses mains, où est-ce qu'on place ses jambes, mais de savoir, est-ce que mon idée est claire ? Est-ce que je suis capable de la partager ? Est-ce que l'intrigue de mon roman est celle que je voulais vraiment ? Est-ce que je suis capable de me donner les moyens de faire ce que j'aimerais faire ? Vous savez, c'est un peu comme quand on dessine. Parfois, j'ai des neveux qui me demandent « dessine-moi un cheval ». Et j'ai une idée très claire de ce que j'aimerais faire, parce que j'ai une image du cheval qui est très claire. Et quand je me mets à dessiner, évidemment, c'est un désastre total. Il y a une oreille dont on se demande si ce n'est pas une queue. Il y a un œil dont on se demande si ce n'est pas le naseau. Pardon. Le rendu n'est pas ça. Et je crois que autant dans la boxe que dans la littérature, quand on est boxeur ou quand on est écrivain, le rendu commence souvent par quelque chose d'assez catastrophique. On sait exactement ce qu'on voudrait faire, mais il nous manque les moyens, il nous manque l'entraînement, il nous manque cette rivalité avec soi-même pour se dire
J'aimerais faire ça, mais je n'y arrive pas. Et on est là dans une relation avec un adversaire qui n'est pas plus faible que soi, mais justement plus fort, et qu'il va falloir être capable de dépasser. En écriture, l'analyse de ses faiblesses et la question de comment le retravailler est ce qui va amener le processus d'écriture d'un livre. Et je retrouve, je crois, dans l'écriture et dans tout le processus de création d'un roman, ce que le boxeur retrouve lui-même dans la préparation à un match. Pourquoi ? Parce que le match de boxe serait ce qu'on pourrait considérer la parution du livre. Et j'y viendrai un peu après, où le match, pour le boxeur, qui serait la confrontation avec un adversaire, serait dans la littérature le moment où le livre est terminé et où l'écrivain va soumettre son livre à un lecteur, à des jurés, et où ce livre va entrer dans un combat entre un lecteur et l'auteur. Mais j'y viens après. J'aimerais rester pour l'instant dans ce moment difficile, qu'est la préparation du livre comme la préparation du match. Comment se donner les moyens de le faire ? Comment faire en sorte que cette période de temps, qui peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, et qui va sceller l'enjeu d'un match de quelques minutes, d'un livre qu'on va lire en quelques heures, comment mettre à profit cette préparation pour être absolument certain que nous aurons été capables de nous dépasser, c'est-à-dire de faire le mieux possible. Parce que c'est bien la problématique du roman, je crois, et c'est bien la problématique du match de boxe aussi. Comment peut-on être sûr qu'un roman est fini ? Comment peut-on être sûr que le roman est prêt à être lu ? Comment un boxeur peut-il être sûr qu'il est entraîné et qu'il est suffisamment prêt à affronter un adversaire ? C'est le problème de la subjectivité qui est autant valable, je crois, en boxe qu'en littérature. Je crois que c'est une question de perception de soi-même. Et c'est la question de savoir si on a atteint ce dépassement de soi, si on a été capable de créer cet adversaire qui est plus fort que nous, qu'on a été capable de le surpasser et qu'on est prêt maintenant à affronter un adversaire, à affronter un lecteur, à affronter un juré, si je reprends l'idée, non pas que j'ai une obsession avec ça, mais c'était pour reprendre l'idée du championnat et des arbitres. Et cette problématique-là, elle est importante parce qu'on pourrait passer une vie à s'entraîner. On pourrait passer une vie à boxer et à s'entraîner parce qu'évidemment que semaine après semaine, on est toujours meilleur. De même qu'on pourrait passer une vie à écrire le même livre encore et encore et encore parce qu'évidemment qu'un livre, semaine après semaine, il est toujours meilleur. Comment décider à un moment donné, je me lance, que ce soit pour un livre ou pour de la boxe, c'est justement la prise de responsabilité. C'est justement ce moment-là où on va considérer qu'on a atteint notre meilleur niveau à ce moment précis, en étant conscient que ce niveau pourra être amélioré, en étant conscient qu'on pourrait remettre l'ouvrage sur le métier et attendre encore un an à s'entraîner dans le sous-sol d'une salle ou à écrire et à reprendre encore ce même livre, mais en prenant la décision de mettre sa propre limite et de se dire « Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un d'autre que moi pour considérer si j'ai atteint cet objectif qui est le mien. » Que ce soit moi, en tant qu'auteur, qui considère que mon livre est suffisamment bon pour être lu, ou moi, le boxeur, qui considère que mon niveau est suffisamment bon pour affronter un adversaire. Et c'est un problème particulier dans le dépassement de soi parce que je crois vraiment que la question du dépassement de soi, la question de la création de cet adversaire, la question de ce travail, de l'analyse de ses faiblesses et de ce travail encore et encore, nécessite d'abandonner, en littérature comme en boxe, l'ego. L'humilité totale est une condition indispensable. L'ego peut nous pousser à nous contenter. Et le contentement de soi, c'est la fin du dépassement de soi. Le contentement de soi est le pire travers, puisqu'on considère que c'est bon, que c'est suffisant, que le livre est suffisamment bon et que le boxeur est suffisamment prêt. Comment trouver cette juste mesure ? Comment trouver cette juste mesure entre ne jamais être prêt et être prêt tout en laissant l'ego de côté ? C'est la difficulté majeure du dépassement de soi qui, à un moment donné, nécessite l'aide d'une tierce personne.
Jusque-là, dans toute la préparation au match, dans toute l'écriture d'un livre, le dépassement de soi impliquait, comme je vous le disais, deux adversaires dans un même esprit, dans un même corps, qui faisait qu'une tierce personne n'y verrait absolument rien. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous vous affrontez tous les jours en remettant sur votre table votre livre. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous vous affrontez tous les jours en boxant encore et encore. Ce quelqu'un ne voit rien. Ce quelqu'un n'est pas capable de juger si effectivement vous avez été capable de faire un pas en avant par rapport à ce que vous pouviez faire avant. Et il y a un moment donné, qui est la parution du livre, qui est le début du match, il y a un moment donné où c'est justement le tiers qui intervient. Et le tiers qui va décider, si vous le voulez bien, qui va décider de qui gagne, de qui remporte. Et là, le combat commence. Le combat de boxe commence, la lecture du livre commence. Et je crois que souvent, et c'est une notion que j'aime bien, je crois souvent que la lecture d'un livre est un combat de boxe. Et je vous en parle comme ça parce que je l'ai souvent vu moi-même en tant que lecteur, parce qu'avant d'être auteur, je suis lecteur avant tout, et j'ai souvent perçu la lecture de livres, et surtout de romans, comme une bagarre entre un auteur et un lecteur. D'abord parce que le roman ne peut pas exister sans ces deux personnes. Vous avez un roman, j'ai écrit un roman, mais au fond, ce roman n'existe qu'à 50% tant qu'il n'existe que sous la forme d'un livre posé sur votre table. Le roman commence à exister vraiment à partir du moment où vous, lecteur, vous prenez ce livre en main et que vous acceptez d'entrer dans un jeu qui est ce jeu entre l'auteur et le lecteur, qui vous fait dire en tant que lecteur « Qu'est-ce que c'est que ce livre ?» Vous le toisez, vous le regardez, vous le parcourez. Et puis, l'intrigue commence, et puis vous vous dites « Vraiment, je ne suis pas convaincu. » Et ça continue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe exactement ce qui se passe sur le ring. Vous ouvrez le livre, et c'est le gong qui sonne. C'est le début du match. Vous prenez une page, vous la lisez, vous n'êtes pas convaincu, c'est vous qui tentez de lancer un premier direct ou un crochet à l'auteur en lui disant « Non, je ne suis pas convaincu ». Et l'auteur esquive et dit « Prends ça, page 2 ». Et alors, vous dites « Ah, tiens, je n'avais pas pensé à ça ». Et ce jeu commence, et il est très important. Et il est très important parce que c'est ce jeu, pour moi, qui fait le roman. C'est ce combat qui fait le roman, parce qu'il y a vraiment une notion pour moi à la fin du livre de combat où quelqu'un aura gagné et l'autre aura perdu, c'est-à-dire il y aura peut-être pas un perdant, mais en tout cas un vainqueur, quelqu'un qui dira « Tu vois, je te l'avais bien dit ». Alors ça peut être ce lecteur qui dit « C'était très mauvais, je te l'avais dit, je n'ai pas cru à ton livre, je me suis endormi, je me suis ennuyé, c'était épouvantablement lent, c'était mal écrit ». Ou ça peut être l'auteur qui dit « Tu vois, c'était formidable, tu n'as pas vu le temps passer, tu ne croyais pas à ce livre, tu ne croyais pas à l'histoire, tu ne croyais pas à ses caractères, et maintenant tu en veux encore plus ». Et l'idée de ce combat dans la littérature, comme dans le match de boxe, où chaque chapitre serait un premier round, et un deuxième round, et un troisième round, et où à la fin des 12 rounds, ou des 6 rounds, ou à la fin du match, disons, il y aurait soit un KO, le lecteur convaincu, soit un autre chaos, l'auteur battu, du lecteur qui aurait jeté son livre à la poubelle ou utilisé pour caler une porte, ou alors un gain au point où les arbitres auraient dit « Ah oui, c'était un bon livre parce que j'ai bien aimé ça, j'ai moins aimé ça, mais au final c'était bon ». Et je crois que ce jeu est très important parce qu'il crée un lien existentiel entre le lecteur et l'auteur. De même qu'il y a un lien maintenant entre vous et moi, parce que tout ce que je dis n'existe ici que parce que vous avez la gentillesse de m'écouter, et que si vous partiez tous maintenant en un seul bloc, je n'aurais plus de raison de parler. Je n'existerais plus. Et dans la boxe, le boxeur existe vraiment que parce qu'après 12 mois, 1 an ou 6 mois, peu importe, de s'être entraîné plus ou moins seul, il affronte un adversaire. Il devient boxeur à ce moment-là. De même que l'écrivain, et c'est une question que je me suis beaucoup posée, je crois que l'écrivain ne devient vraiment écrivain que dans le moment où il entre dans l'arène de la littérature, c'est-à-dire
face à un lectorat. Et je crois beaucoup aussi que les gens qui écrivent pour eux, ou les gens qui ne souhaitent ne pas partager ce qu'ils écrivent, je crois qu'ils ont tout à fait le droit d'être appelés écrivains aussi à part entière. Mais j'ai réalisé par mon expérience, moi qui ai passablement écrit avant d'avoir un livre existant sous la forme d'un ouvrage, paru, publié, qu'on puisse acheter chez le libraire, combien les gens m'ont considéré différemment avant. Des gens qui savaient que j'écrivais m'ont dit tout d'un coup, au bout de plusieurs années, m'ont dit, en voyant mon premier roman paru, « Tu es un écrivain ». Et je me suis posé cette question de me dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis plus maintenant, avec un livre paru, un écrivain qu'avant? Et je crois que c'est cette perception, justement, de quelqu'un qui existe. Je crois que c'est ce moment où le dépassement de soi est mis à l'épreuve de cette tierce personne qui va juger, qui va considérer. Mais alors, vous allez me dire, et vous aurez raison, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si le livre est un échec, s'il est mal reçu? Qu'est-ce qui se passe si le boxeur perd son match, soit par KO, soit par décision des arbitres, des juges? Est-ce que cet écrivain, est-ce que ce boxeur aura été capable de se dépasser lui-même? C'est justement là où ça commence vraiment. C'est justement là où tout l'intérêt du dépassement de soi va pouvoir commencer. C'est la question de comment vais-je réagir à cet échec? Et je crois pour moi que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, si on reprend le fil de l'histoire, c'est-à-dire ce boxeur qui s'entraîne et qui s'entraîne, qui finalement fait son match, qui finalement est jugé par les juges et par les spectateurs et par des tierces personnes et qui finalement perd, qu'est-ce qu'il va advenir de lui? Comment est-ce qu'il va se remettre en selle? Est-ce qu'il va boxer encore? Est-ce qu'il va être capable de surmonter tout ça? Est-ce qu'il va être capable, lui, qui s'est mis à nu, qui a pratiqué ce sport qu'est la boxe, où on ne peut pas mentir parce qu'on est tout seul face à soi-même et parce qu'il n'y a aucun artifice, ni aucun équipier, ni aucune excuse qui serait le soleil ou le vent ou je ne sais pas quoi, on est face à soi-même et on a connu un échec total. Est-ce qu'on va être capable de se relever de ça? Et c'est la même question que j'ai pu me poser moi-même en tant que jeune écrivain, de me dire, est-ce que je vais être capable, après ces années à écrire un livre, à essayer de faire le mieux possible, à l'envoyer à un éditeur ou à avoir un livre qui paraît et quelqu'un qui le lit et qui dit « c'est nul, c'est épouvantable, c'est affreux, remboursez-moi ». Et j'en reçois parfois. Mon éditeur est là, il pourra vous le dire. Des gens qui disent « oh, c'était très mauvais », etc. C'est une forme d'échec. Comment est-ce qu'on se relève de ça? Eh bien, c'est là où le dépassement de soi recommence, dans cette danse éreintante, épuisante, cette histoire sans fin. Parce que c'est là où on a créé un nouveau moi qu'il va falloir capable de dépasser. Un moi qui a eu peur, un moi qui a été battu, un moi qui a été humilié, et un moi qui va devoir être capable de remonter sur le ring, ou un moi qui va devoir être capable de reprendre sa plume et écrire encore. Et je crois honnêtement que ce qui me fascine le plus, et j'ai des boxeurs que je suis et que j'admire, mais je crois que ce qui me fascine le plus, ce sont les moments où ils sont battus, ce sont les moments où ils sont tout seuls, ce sont les moments où ils ont été mis KO, et moi de me demander comment est-ce qu'ils vont faire. Comment est-ce qu'ils vont être capables de se redresser, de recommencer ce processus éreintant et de revenir sur le ring. Si on prend le cas de figure contraire et qu'on part de l'idée que le boxeur a gagné le combat, ou qu'on part de l'idée que le livre a été lu et apprécié, ou pire encore, qu'il a eu un succès important, où est le dépassement de soi? Et je crois que c'est là une valeur où je pourrais faire un lien entre boxe, littérature et les États-Unis. C'est la notion de l'échec et du succès. Et c'est combien je crois que la notion d'échec est une notion beaucoup plus intéressante, beaucoup plus tangible et beaucoup plus forte que le succès. On vit dans une société où, malheureusement, le succès est considéré comme
mieux, plus important, justifiant plus que l'échec, qui serait quelque chose de triste, de mauvais, de difficile. Or, il se trouve que l'échec, je crois, participe largement plus à la construction de soi, à la connaissance de soi, à la capacité de pouvoir se dépasser soi-même, c'est-à-dire à évoluer, que le succès. Je pourrais vous expliquer de mes nombreux romans qui n'ont jamais été édités et qui ne le seront probablement jamais. Pour chacun d'eux, je peux vous expliquer clairement pourquoi ils ont été des échecs. Et je serais au contraire incapable de vous expliquer pourquoi Harry Kéber a eu un succès pareil. Je n'en ai pas la moindre idée. Je crois que du succès, il ne reste pas grand-chose parce qu'il y a toute la question du hasard aussi. Il y a la question de la chance. Vous pouvez, si vous êtes chimiste, faire une expérience qui fonctionne sans être absolument sûr qu'elle a bien fonctionné parce que, comme vous le pensiez, les éléments chimiques sont entrés ensemble comme il le fallait. Si ça échoue, ça échoue. Le résultat est certain. Le succès est beaucoup plus difficile à comprendre, à maîtriser. Et du coup, pour en revenir à ce dont je vous parlais, qui est cette question du dépassement de soi dans le succès, comment faire ? Comment être capable de se remettre de nouveau dans cette position de challenger, pour utiliser un mot français, et de remettre sur le métier tout ce travail, de dire « j'ai réussi, j'ai remporté le combat, j'ai écrit le livre que je voulais, et maintenant je vais recommencer ». Et il y a en boxe et en littérature cet épuisement de ce recommencement que rien ne peut arrêter et qui n'est jamais suffisant. Si vous boxez et que vous devenez champion du monde, vous avez atteint un palier absolu que vous ne pourrez jamais dépasser. Vous pourrez au mieux faire pareil. Vous pourrez au mieux faire mieux. C'est la tragédie du tennis aussi. Si vous aimez le tennis, et nous les Suisses, nous aimons ce sport plus que tout, le tennis est un désastre parce que vous remportez le tournoi, c'est-à-dire que vous passez le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, la finale, vous remportez la finale, vous gagnez un certain nombre de points, et tout ce que vous pourrez faire l'année suivante, c'est au mieux faire le même résultat. Quoi que vous fassiez en dessous sera un échec, et vous ne pourrez jamais aller en dessus. En boxe, c'est exactement pareil. Si vous êtes champion du monde, tout ce que vous pouvez faire, c'est remettre votre ceinture sur le ring, combattre un adversaire qui, si vous le battez, fera de vous toujours le champion du monde. Il n'y a pas de sur-champion du monde. Par contre, si vous perdez, c'est fini. Vous n'êtes plus rien. Votre titre appartient à un autre. Et en littérature, c'est exactement pareil. Votre livre, quand vous avez écrit un livre, et j'en sais quelque chose avec le succès de Harry Kéber, vous pouvez au mieux faire pareil. Il y a cette comparaison terrible et très injuste. On ne va pas regarder ce qui est différent, on ne va pas regarder ce que vous avez amélioré, on ne va pas regarder si vous boxez, si vous avez été capable de changer votre jeu de jambes, on ne va pas regarder si vous êtes un écrivain, de voir si vous avez été capable de changer votre style, on va faire une comparaison et vous pourrez au mieux faire mieux. Et je crois que le boxeur et l'écrivain, et c'est en tout cas comme ça que je le vis, et là ça n'engage que moi évidemment, je crois que le boxeur et l'écrivain sont coincés dans un mode de vie qui se ressemble épouvantablement. Une vie très monacale, des entraînements incessants, essayer, essayer encore, réessayer, noter ses faiblesses, les travailler, les retravailler encore, dormir, manger, écrire, s'entraîner, boxer. C'est une répétition, et vous savez, c'est amusant parce que souvent des gens que je recroise me disent oh, « Tu dois avoir une vie extraordinaire, pleine de choses exaltantes, qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» Et si vous voulez que je vous réponde ce que je leur réponds à eux, et qui est la vérité de ma vie, et dont certains vont la trouver très triste, mais qui me plaît énormément, je me lève le matin, très tôt, vers 4 heures, j'écris. Vers 5h30, je mange un repas très consistant, du poulet, des pâtes, ce que ferait plus ou moins un sportif. Et puis j'écris, et j'écris, et j'écris. À midi, je me nourris parce que j'ai faim. Et puis j'écris, j'écris, j'écris. Et puis la journée se termine vers 19h30. Et donc j'ai écrit pendant à peu près 15 heures.
Et il s'est, au fond, rien passé. Il y a une espèce de... Pour certains, les gens me disent, mais en fait, c'est nul. Mais pour moi, c'est formidable. Et je le vois avec ceux que je connais qui sont sportifs et qui vivent de ça, c'est exactement pareil. Ils se lèvent, ils mangent, parce qu'il faut manger un certain temps avant de faire du sport, et ils s'entraînent, et ils s'entraînent, et ils s'entraînent. Et il y a une forme de plaisir à ce travail sur soi-même, parce qu'on commence à se connaître un peu mieux, et que plus on se connaît, plus on est capable de se fixer des limites en hauteur, plus on est capable de les dépasser, et on les dépasse uniquement, non pas pour la fierté de le faire, mais pour passer un palier et en dépasser d'autres. Et c'est pour ça que je vous parle de ce recommencement, parce que je crois que l'écriture, comme la boxe, sont tous les deux un mode de vie. Je vous parle de boxe, et puis parfois je vous parle de sport, mais je crois vraiment que seule la boxe s'applique à cette analogie. Je crois que la boxe est le seul sport dans lequel on puisse vraiment retrouver ces similarités avec la littérature. Et je voulais vous citer, excusez-moi, je vais les retrouver dans mes notes. Je voulais vous citer l'écrivain américain Bud Schulberg, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit sur le sport et qui a ces quelques phrases sur la boxe que je trouve très justes. Il dit « La boxe est un combat un contre un qui correspond au thème de l'affrontement du bien contre le mal. La boxe ne s'encombre d'aucun artifice, ni raquette, ni balle, ni l'aide de coéquipier. La boxe implique une souffrance physique totale, le seul sport qui ait pour but d'infliger et recevoir des douleurs, ce qui explique qu'on joue au cricket, qu'on joue au tennis, qu'on joue au football, mais qu'on ne joue pas à la boxe. Et je crois qu'il y a dans la boxe cette douleur solitaire, mais cette douleur dans le bon sens du mot. Je ne suis pas du tout là en train de parler de la souffrance qu'on pourrait imaginer dans l'écriture, qui serait une sorte de souffrance psychothérapeutique dans laquelle on écrirait pour se soigner. Je crois que je parle vraiment de la souffrance physique, du dépassement de soi. Je crois que je parle de la souffrance qui est celle qu'on recherche volontairement parce qu'elle nous signifie qu'on est vraiment allé jusqu'au bout. Cette souffrance qui fait qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Et je crois que la boxe, j'affirme ici que la boxe est, avec la littérature, le seul sport dans lequel on soit tout seul, nu, face à soi-même, dans lequel on ne peut pas se mentir, et dans lequel il y a une recherche de difficulté, de violence dont je parlais avant, de violence qu'on s'inflige à soi-même, mais pour la bonne cause, parce que c'est une violence qui est nécessaire, parce qu'elle nous fait avancer. Et quand je parle de violence et que je fais de ça un rapport à l'écriture, on n'a pas besoin de se donner des claques pendant qu'on écrit, évidemment, mais je parle de la violence qu'on peut se faire par rapport au texte, de le recommencer, de le renier, d'être capable de repartir de zéro et de toujours réessayer, différemment, mieux, essayer encore. Et puis tomber mieux, tomber encore, c'était la notion de l'échec que Beckett donnait. Il y a une autre citation sur la boxe dont j'aimerais vous parler ici, qui est celle que Patrice Lelaurin utilise dans un de ses livres, 4 uppercuts, et qui dit, je trouve que c'est très vrai, qui met de nouveau en avant la spécificité de la boxe, et qui dit, la spécificité par rapport aux autres sports, et qui dit, au-delà du geste, au-delà des personnages, mon attachement à la boxe tient à ce qu'elle demeure un espace de vérité, là où les autres sports populaires se sont perdus, étourdis par le professionnalisme, avec des hiérarchies, soit rendus illisibles par la pharmacopée, soit déterminés par les budgets des clubs, la boxe, certes un peu plus confuse, un peu plus vulgaire, à l'image du monde, finit toujours en maîtresse subjuguée du destin. Et je crois que c'est très important. Je crois que c'est très important, cette idée qu'on retrouve là d'une boxe qui n'est pas toujours très claire, d'une boxe qui est au fond un peu sale, on se salit les mains, on se salit le corps, mais qui en fait un sport unique. Et je crois que ça rend la littérature unique aussi pour ça,
Parce que la littérature, c'est ce moment où l'écrivain est tout seul. La littérature, ce n'est pas le livre, je montre ce livre qui existe là, parce que ce livre que vous pouvez lire, comme n'importe quel autre livre que vous pouvez acheter dans les librairies, et où, au fond, ce combat dont je vous parlais avant commence au moment où vous l'avez entre les mains et vous l'ouvrez. Mais toute cette sueur, toute cette violence, toute cette souffrance de l'écrivain, souffrance dans le meilleur sens du mot, elle n'existe plus à ce moment-là. Le livre est terminé. Elle vient bien avant. Le match de boxe est exactement pareil. Les quelques minutes, la dizaine de minutes ou la vingtaine de minutes que durera le combat de boxe, c'est pas ça qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est tout ce qui vient avant. C'est toute la préparation. C'est tout ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Et je crois que, et je vous le disais avant, je crois que vraiment, la façon de vivre à la boxe, dans la boxe, la façon de vivre boxeur est la même façon de vivre que les écrivains peuvent avoir. Et j'ai trouvé cette phrase de Georges Simenon, qui, dans une correspondance, dans une lettre à André Gide, lui écrit par rapport au métier d'écrivain. Il lui dit, pour être écrivain, il faut essayer, sentir, avoir boxé, avoir menti, avoir tout fait. Non à fond, mais assez pour comprendre. Et je crois que c'est très juste. Ce lien à l'essai, ce lien à se lancer, ce lien à oser. Et il y a un très beau livre sur la boxe qui est paru il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, d'un auteur français qui s'appelle René Frény et qui s'appelle « Sous la ville rouge ». Et je fais une parenthèse ici pour vous le recommander parce que, bien qu'on pense que ces 50 dernières années, la boxe était l'apanage des auteurs américains, c'est pour moi, ce livre-là, « Sous la ville rouge », paru chez Gallimard, je crois en 2013, est un des livres qui décrit le mieux, la relation entre le boxeur et la littérature. Et c'est l'histoire d'un boxeur qui écrit et qui passe ses nerfs sur ses sacs de sable et qui en même temps connaît la difficulté d'arriver à faire naître un texte. Et il y a ce travail dans ces deux mondes, mais qui ne font qu'un seul dans ce livre et que je ressens bien et qui, je crois, est très juste. Boxeur et écrivain qui seraient les mêmes, c'est Norman Mailer, qui se rend au Zaïre voir le combat, assister à la préparation du combat du siècle entre Foreman et Ali, et qui devient, lui, boxeur dans sa tête. Et Foreman et Ali le voient comme un boxeur, comme un sportif, c'est-à-dire, je m'exprime mal, Norman Mailer, en vivant avec eux, en vivant avec Foreman et Ali, devient comme eux. Un être semblable qui est ni boxeur ni écrivain, mais d'une unité qui font qu'ils sont les mêmes. Et Foreman lui dit à un moment donné, mais c'est toi le champion. Et ce n'est pas une question ni de boxe ni de livre, c'est une question qu'ils se rencontrent dans un terreau commun. Et puis il y a cette idée où la boxe, comme la littérature, devient parfois quelque chose comme une pige qu'on ferait pour manger. Et ce sont là aussi deux spécificités qu'on retrouve et qui sont, on pourrait dire que oui, parfois, les peintres ont peint un tableau pour payer un plat au restaurant, mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans la littérature comme dans la boxe, quand les boxeurs des bas-fonds vont faire un match pour quelques centaines de dollars ou de francs pour vivre, pour manger, comme certains auteurs et grands auteurs ont pu écrire parce qu'ils avaient des dettes ou parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et je pense là, par exemple, à Dostoïevski qui écrit en 4 mois Crime et Châtiment parce qu'il a besoin de gagner sa vie et qu'il a cette urgence tout d'un coup où il se lance dedans, dans cette nécessité de le faire maintenant, tout de suite, comme un boxeur irait au combat maintenant, tout de suite, sans se poser vraiment de questions de savoir est-ce qu'il est prêt ou pas, mais parce qu'il en a besoin. Il y a une urgence qui ressort parfois et qui diverge un peu de ce dont je vous parlais avant, de la préparation qui peut être parfois très longue, du combat ou du livre, et qui devient parfois une urgence terrible. Et je pense à ce très beau texte, A Piece of Steak, un morceau de viande. Jack London qui écrit dans ce livre l'histoire d'un boxeur qui a été un boxeur connu, et puis sa gloire est derrière lui, et il n'a plus rien, il n'a plus un rond, et il faut qu'il mange, et il n'a pas de quoi se payer un steak. Alors il accepte un combat dans l'espoir de gagner quelques sous, et puis il va à ce combat sans avoir mangé rien d'autre qu'une pomme
une pomme de terre, pardon, et il finit évidemment en perdant le combat, et il rentre chez lui pleurant, le ventre vide. Et il raconte ça très bien, je trouve, surtout, et ce qui est frappant quand on sait que London a envisagé pour moi la littérature comme on envisagerait la boxe, c'est-à-dire pour gagner. Il avait une envie de combattre, il avait une envie d'écrire pour être lu, pour être connu, pour gagner sa vie. Et il le disait, moi j'en veux, moi je veux me lever pour écrire, je veux écrire pour gagner de l'argent et je veux être célèbre. Il le disait comme le disent les boxeurs. Et ce lien-là est assez intéressant, je crois, dans l'affirmation parfois ouverte d'un objectif absolu et pour lequel on est prêt à tout. J'en reviens à la question initiale. La littérature est-elle un sport ou pas ? Et il va falloir que je vous donne une réponse. On a vu que les règles, le corps arbitral, les championnats ne fonctionnent pas vraiment pour la littérature. Je viens vous dire ici, le dépassement de soi est une unité commune à la boxe et à la littérature. La boxe est un sport, donc la littérature est un sport, et vous me direz, c'est un syllogisme un peu facile. Il faut trouver autre chose. Et je me suis penché sur la question de la règle, de l'apprentissage. Comment est-ce qu'on devient un écrivain ? Les Américains ont une idée très claire de ça. Vous pouvez suivre des cours qui vous apprennent. Ils appellent ça l'écriture créative. Et ils vont vous expliquer dans des cours structurés et précis comment est-ce qu'on peut commencer un roman, comment est-ce qu'on peut mettre en place son idée, comment est-ce qu'on peut arriver à s'exprimer ou à trouver une façon d'exprimer clairement des idées qui parfois peuvent être un peu floues pour soi-même. La littérature française a un peu peur de ça. Je crois que la Sorbonne, si je ne me trompe pas, a commencé à instaurer un cours, mais en se pinçant un peu le nez, d'écriture créative, parce que je crois que l'idée qu'il pourrait y avoir une école du roman est une idée qui effraie beaucoup en littérature française. Comme si le roman devait être quelque chose, ou comme si l'écrivain devait être quelqu'un qui aurait été touché par un génie absolu et qui, du bout de sa main, sans se poser de questions, sans travailler, sans s'entraîner, sans se dépasser, serait capable d'écrire un texte. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'en littérature française, l'écrivain est obligé de se débrouiller seul et est obligé d'apprendre tout seul, par des essais, par des romans qu'on refuse ou qu'on accepte. Il va être obligé de créer ses propres limites pour essayer de les dépasser. Mais je crois qu'il serait important de permettre aux écrivains, de permettre à ceux qui le souhaiteraient, de trouver leurs limites par des moyens assez simples, exactement de la même façon que les boxeurs le font, exactement de la même façon que si vous allez maintenant vous inscrire à un cours de boxe, on va commencer par vous apprendre la garde et les positions de base, et à donner un coup de poing, et un direct, et un uppercut. On ne va pas vous dire « va dans la rue, bats-toi, tu verras bien ». Et je crois que cette notion de l'apprentissage est très importante, parce qu'elle réunit de nouveau la valeur du travail, la valeur où un sportif qui serait prédestiné par sa taille ou ses gènes ou quelque chose comme ça n'a pas un avantage majeur. Federer, dans l'équipe aujourd'hui, disait que le talent vous permet de voir la porte, mais que c'est le travail qui vous permet d'ouvrir une porte et d'aller après cette porte. Et je crois que cette notion sportive s'applique aussi en littérature, où le talent compte un tout petit peu et que tout le reste, c'est du travail. Et quand Mohamed Ali parle de la boxe en disant « float like a butterfly and sting like a bee », évolue comme le papillon et pique comme une abeille, c'est exactement ça. On pourrait appliquer ces mots-là qu'il consacre à la boxe, et on pourrait les consacrer à l'écriture, et on pourrait se dire, il faudrait que votre texte soit un texte dans lequel on puisse se balader comme le papillon, c'est-à-dire d'une façon claire et légère, et dans lequel les mots et l'action vous piquent. Donc ce qui me pousserait à vous dire, faute de trouver une école d'écriture ici maintenant, inscrivez-vous à un cours de boxe. Vous apprendrez les bases de la littérature. Vous apprendrez les bases de ce qu'il vous faut pour écrire, c'est-à-dire ce non-renoncement, cette envie d'aller plus loin, cette envie de vous dépasser vous-même.
Mais alors, est-ce que malgré tout, la boxe est un sport? Il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec vous et avec lequel j'arriverai au terme de cette discussion. La boxe a des règles claires. On en a parlé avant. La boxe nécessite un adversaire pour exister. Vous avez, en tant que boxeur, vous avez besoin d'avoir un adversaire qui n'est plus vous, mais un autre, pour exister en tant que boxeur. Or, même si pour la littérature, même si pour l'écriture, c'est plaisant d'avoir un livre qui existe physiquement chez un éditeur, dans les librairies, vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que dans la boxe, le combat est la finalité. Dans l'écriture, votre plaisir d'écrivain est la finalité. Un livre qui paraît, un livre qui est lu par des lecteurs, un livre qui est lu par des critiques, un livre qui est sélectionné pour un prix, un livre qui remporte un prix, c'est formidable, mais ce n'est pas la condition sine qua non pour que vous puissiez exister vous-même, pour vous-même, en tant qu'un écrivain. Vous-même, vous suffisez. Vous n'avez pas besoin de l'autre. Et ça m'amène à cette dernière notion des limites. Vous savez, il y a une théorie en psychologie qui vous dit comment dépasser ses propres limites. Il faut sortir de ces limites pour voir où elles sont. Et je vais vous donner un exemple clair. Le boxeur qui est sur le ring voit ses limites de l'intérieur, les limites du ring qui sont devant lui, à gauche, à droite et en arrière. Or, si vous êtes capable de voir ces limites de l'extérieur, c'est-à-dire être à l'extérieur du ring et vous dire « mes limites sont là, et elles sont là, et elles sont là », vous êtes un cran au-dessus. Vous pouvez aller un cran plus loin. Et c'est là, après vous avoir parlé de tous les liens communs entre littérature et boxe, c'est là où vient la divergence qui va nous permettre de répondre à cette question. La littérature n'a pas de limite. La boxe en a. La littérature vous permet d'aller beaucoup plus loin. Je crois que la littérature, ou à la question « est-ce que la littérature est un sport ?», je vous répondrai « elle est au-delà du sport. Elle est beaucoup plus qu'un sport. Elle vous permettra d'aller beaucoup plus loin qu'un sport. Elle est plus puissante qu'un sport, plus violente que n'importe quel sport, plus difficile que n'importe quel sport, mais elle vous apportera beaucoup plus de satisfaction que n'importe quel sport, justement parce qu'on ne peut pas la ranger dans des catégories de règles et d'arbitrage et de championnat, justement parce que vous n'avez pas forcément besoin d'un adversaire réel, d'une tierce personne pour exister vraiment, justement parce que vous-même, vous vous suffisez et qu'en étant capable de perpétuer ce mouvement du dépassement de soi-même, du dépassement de vous-même, vous êtes capable d'aller toujours plus loin. La littérature est donc plus forte que n'importe quel autre sport, justement parce qu'elle n'a aucune autre limite que vous-même. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Eh bien, merci pour ce très bel exposé, cette très belle méditation sur la littérature et la boxe. J'étais très sensible à votre insistance sur les échecs, parce que dans cette réflexion que je mène sur la littérature comme sport de combat, c'est un point que je n'ai pas encore trop abordé, que je ne sais pas très bien comment aborder, c'est qu'il y a, si c'est un sport, il y a des battus. Et que fait-on de ces battus et vous l'avez, je crois que vous avez bien insisté sur le fait que l'échec, au fond, était plus important que le succès dans ce sport que peut-être la boxe ou que peut-être la littérature. J'étais aussi peut-être un peu étonné que vous mettiez le moment du combat au moment de l'exposition, enfin qui est peut-être c'est le moment de l'épreuve et celle où cela devient public, quoi. Mm-hmm. C'est le moment de publication ou d'exposition qui est alors que le vrai combat a lieu avant, alors que le vrai combat a lieu
en sous-sol, dans les coulisses. Oui. Oui, mais le moment de l'exposition du livre, c'est-à-dire le moment où il est lu, signifie quand même pour l'auteur qu'il prend une position claire sur la réalisation de son texte et qu'il ne peut plus se cacher derrière le fait que c'est un projet, ce n'est pas encore fini, il y a des erreurs. Vous savez, comme font les enfants, on dit « Ah, mais je ne suis pas encore prêt, je te le montre une fois, mais ce n'est pas encore la version finale. » Et je crois que ce moment-là décide de beaucoup pour l'auteur dans ce qu'il va ressentir par rapport justement à cette notion d'échec ou de succès. Parce que l'auteur lui-même, s'il mène le combat dans son écriture, dans son questionnement, dans la remise en question de son propre texte, je crois qu'il ne va ressentir des émotions de vainqueur ou de perdant que lorsque quelqu'un d'autre, donc que lorsqu'une tierce personne le lit et lui dit « Ah, j'ai adoré » ou « Ah, c'était affreux ». Et je crois que c'est là où toutes ces gammes de sentiments vont vraiment être très similaires à celles que le boxeur peut ressentir quand il perd, qui est de se dire qu'est-ce que je fais maintenant après un échec ou un succès, comment est-ce que je me comporte. Vous avez, j'ai l'impression, un peu suggéré que dans la boxe, peut-être comme dans la littérature, si on gagne, c'est parce que l'autre a été mauvais. Alors vous avez raison, et c'est justement ça où je fais la différence entre la littérature et la boxe. C'est qu'en boxe, effectivement, ou comme dans n'importe quel autre sport, vous n'avez jamais la certitude absolue d'avoir gagné parce que vous étiez le meilleur. Vous pouvez être dans une situation où l'autre est moins en forme, malade, forfait. Si vous gagnez sur un forfait, on retiendra dans les annales que vous avez gagné sans se demander si l'autre a vraiment joué ou pas, ou battu ou pas, ou s'est battu ou pas. Et je crois que c'est beaucoup moins évident en littérature, parce que l'affrontement, comme je le disais, est entre un lecteur et un auteur, entre un écrivain et un lecteur, et que ce combat-là est presque plus d'un jeu. Il tient du jeu parce que l'un a besoin de l'autre. Est-ce que ce n'est pas aussi un combat avec les autres écrivains ? Si, c'est intéressant, et je me suis posé cette question-là. Le problème, et vous avez raison d'une certaine façon, puisqu'il y a un affrontement. Il y a un affrontement constant. Si vous voyez le nombre de livres que reçoivent, par exemple, les journalistes chaque semaine ou chaque mois ou chaque rentrée par rapport au nombre d'articles qu'ils vont écrire, il y aura quelques vainqueurs, 2, 3, 4 sur 300, 400 livres qui auront été envoyés. Si vous considérez la question des prix, il y a quelques prix majeurs en France, on peut en compter, je ne sais pas, 5 ou 6, peut-être 7 ou 8, mais encore, sur 600 livres qui paraissent. Si vous tenez compte du palmarès des ventes, alors on va peut-être retenir les 5 premières places pour de nouveau 600 livres en français parus dans les semaines écoulées, ou 1500 titres parus dans l'année. Je crois que cette sélection-là, après avoir beaucoup réfléchi, si on pouvait la considérer comme un combat aussi, est beaucoup moins rationnelle que les autres. Elle tient à mes yeux beaucoup trop au hasard et au destin pour qu'on puisse affirmer qu'il s'agit là d'un véritable combat où il y a eu un gagnant et un perdant. Oui, mais si c'est un dépassement de soi, c'est aussi trouver, quand on écrit, qui est l'adversaire, qui est l'autre à battre. Oui. Tout écrivain. Vous avez absolument raison. Vous avez raison. Tout écrivain. C'était moins au sens du marché que je posais cette question qu'au sens de trouver l'adversaire. Peut-on écrire si on n'a pas trouvé l'adversaire ?
Mais je resterai dans l'idée quand même que son meilleur adversaire, le plus redoutable, c'est quand même soi-même. Et je reste assez convaincu de ça, parce que c'est un adversaire qui est toujours plus fort, toujours plus exigeant, et un adversaire qui nous tire toujours. Et je crois que oui, on pourrait exister sans. Je crois justement que c'est cette difficulté et cette discipline qu'on peut s'imposer à soi parce que justement on se bat contre soi-même qui nous permet d'aller toujours un peu plus loin. Nous, ce qui m'étonnait, c'est que vous posiez le lecteur comme adversaire. Oui, dans l'idée... Oui, dans l'idée où la lecture d'un livre, et là je partais de ce postulat en tant que lecteur moi-même, quand je choisis un livre et que j'ai le choix entre beaucoup de livres, que je me dis par lequel je commence, étant précisé que je fais partie des gens qui ne lisent qu'un livre à la fois. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour différents livres en même temps. Toute mon attention sera concentrée sur un seul. Et j'ai souvent je vois souvent ça un peu comme ça, où je commence un livre, puis je me dis, je ne suis pas convaincu, je crois que je ne vais pas le lire, puis je leur donne une chance quand même. Et je vois assez bien là ce jeu assez amusant, ce combat de boxe où chaque page est un coup de poing qui me touche ou qui ne me touche pas et qui va faire que je lis ou que je ne lis pas. Mais en tant qu'auteur, quand on me dit ah, j'ai commencé votre livre mais je ne l'ai pas fini parce qu'il m'est tombé des mains, alors je me dis ah, j'ai perdu. Donc je pense que c'est cette analogie-là que je fais et que je raconte ici qui est mon sentiment à moi de me dire j'ai pas réussi à garder le lecteur avec moi. J'ai pas réussi à le garder sur le ring pour ce jeu, ce plaisir, puisque la boxe pour moi est un plaisir. C'est quelque chose qui est une passion et un plaisir. J'ai pas réussi à le garder avec moi, donc j'ai perdu quelque part. Oui, donc vous en faites une sorte de métaphore de lecture. Oui. 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 Moi, je vois beaucoup. Moi, je dis, ma métaphore de la lecture, c'est plutôt la conquête d'un territoire. C'est cheminer dans un terrain inconnu et conquérir un territoire inconnu. Et donc, c'est une métaphore aussi qui me plaît. Mais je garderai je la vois moins du point de vue. Enfin, il y a une violence. Il y a une violence qui est, puisque le territoire est inconnu, mais pas de la même nature. Il y a pas le même répondant. Mais vous êtes peut-être plus un explorateur. Peut-être plus un explorateur qu'un boxeur. Non, mais bon, écoutez, non, j'étais très sensible à beaucoup de choses que vous avez dites, je veux dire. C'est parce que j'aime bien cette sorte de sagesse de la boxe qui est aussi la sagesse de l'écrivain. Je pensais aussi, en vous écoutant, à l'héris et à la tauromachie, qui est une autre métaphore de ce rapport ce rapport de violence qui est engagé par l'écriture et par la littérature. Oui. Moins dans la tauromachie, où je reste quand même dans l'idée d'un rapport à armes égales. Où la tauromachie, même si le taureau peut être épargné, ou si le taureau peut encorner, on est quand même dans un rapport de force qui est très, très différent. On est quand même dans un rapport de force où le taureau blessé serait secouru par d'autres, où il y aurait l'intervention de tiers. Et je crois, et c'est intéressant, vous parliez d'une exploration où vous seriez beaucoup plus tranquille, dans le bon sens du mot, dans la découverte d'un territoire que vous ne connaissez pas encore, et je serais dans quelque chose de beaucoup plus frontal, et de beaucoup plus dur, mais de beaucoup plus juste dans la possibilité de chacun de riposter. On reste quand même dans un langage assez fort. Bon, la lecture oui, la lecture comme boxe. Je ne m'attendais pas tellement à cette image-là, de la lecture elle-même comme boxe, mais
Oui, pourquoi pas. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. C'était très drôle.